Donc voilà, bon, on va quand même attaquer le vif du sujet. Donc la suite du marathon. Alors déjà pour commencer, bon, c'est cette scène-là. À l'attaque, on va commencer par mettre ça. Voilà. Alors j'ai pas pu lire autant que je voulais encore une fois, même si j'ai quand même avancé quelques trucs. Donc aujourd'hui... merde, j'ai pas mis à jour sur Jujutsu Kaisen, je crois. Tac. Jujutsu, j'ai lu 2 tomes, de plus que la dernière fois, donc je crois que c'est chapitre 25, le tome 3. On va dire que je dis pas de conneries. Et ça va, j'ai pas mal de choses à dire en vrai, donc ça suffira même pour ce stream, même si là, pour la prochaine fois, donc ça sera le week-end prochain, j'essaierai vraiment de me lire vraiment beaucoup de tomes de Jujutsu pour avancer comme il faut. Mais en tout cas, là, il y a pas mal de choses à dire quand même, donc vous verrez bien. J'ai lu aussi les tomes 3 et 4 de Undead Unluck, et ça va être la première fois qu'on en parle dans le marathon Shonen Jump, donc il y aura des choses à dire aussi, sachant que là, pour le coup, est-ce que mon avis il a évolué depuis? C'est possible, et voilà, je vous en dis pas plus. Et Ah oui, je me suis mis à jour sur Kaiju numéro 8, et là, pour le coup, les gars, pareil, là, j'ai encore beaucoup de choses à dire, parce que là, je commence vraiment à penser que c'est un coup de cœur. Pas loin en tout cas, mais c'est encore un manga qui monte en puissance et ça fait plaisir. Et j'ai avancé légèrement The Lazy Samurai, pas grand chose, mais on en parlera rapidement aussi. Et voilà. Donc par quoi on commence en vrai? Par quoi vous voulez commencer? Je pense que c'est peut-être mieux de commencer par, je sais pas, Undead Unluck, vu que j'en ai jamais parlé dans... Ouais, ok, Perle de lait, ouais, je suis d'accord. Parce que j'ai pas... Bah, j'en ai déjà parlé quand on a fait des tier lists, mais pas plus que ça, quoi. Ouais, Unflop. Ah bah putain, s'il y a un personnage qui pouvait avoir ce pouvoir dans le manga, ça arrangerait des choses peut-être. Ok. Attendez, je vais mettre ça là. Hop. Alors, Undead Unluck. Vas-y, on va commencer. À l'attaque. Bon, déjà, je vais aller vous choper le résumé vite fait, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. C'est toujours bien de commencer par la base, on va dire. Donc Undead Unluck, moi, c'est un manga que j'ai eu un petit peu de mal. Enfin, j'ai même toujours un peu de mal, mais vous allez voir. Mais bref. Donc voilà pour le résumé. Alors que Fuko, une jeune fille introvertie et déterminée à se donner la mort, un homme immortel complètement déjanté apparaît devant elle. Il s'agit d'un undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille, afin de mourir. Cependant, ils vont très vite subir les attaques des membres d'une mystérieuse organisation répondant au nom de l'Union. Donc voilà pour le résumé. Donc pour le coup, c'est vrai que bon, le premier tome, les gars, le premier tome, il est catastrophique. C'est le premier tome l'un des premiers tomes les plus nuls que j'ai lu, et surtout dans le Jump. Et je vous dis encore une fois, même en ayant lu les 4 premiers tomes, il y a du mieux. Hein. Par la suite, il y a des choses vraiment intéressantes qui se développent. Mais il y a plein de trucs qui me font dire que ce manga, je me demande encore comment il a échappé à une annulation. Vraiment pour le coup. Parce que non seulement, bon bah, t'as l'ambiance bizarre du début, où la relation entre Andy et Fuko, donc Fuko c'est la meuf qui attire la mauvaise chance vers elle, et Andy c'est le type qui est immortel, qui cherche à mourir justement. Et donc voilà, ils entretiennent une relation bizarre parce que Andy se dit, bah écoute, toi t'attires la malchance, et moi je veux crever. Donc en fait, si je te touche, voilà, enfin, ça va attirer la malchance. Enfin, en fait, quand il l'a effleuré à peine, il y a limite une météorite qui s'est écrasée sur lui. Donc il se dit, attends, si on va plus loin, si je l'embrasse, si vas-y, limite on couche ensemble, ça va être encore pire. Donc le type, leur ambiance bizarre dans tout le premier tome, il se dit, bah ok, bah je vais te pécho en fait, sauf que la meuf veut pas. Donc ambiance bizarre, y a pas de consentement. Moi j'appelle ça un détraqué en fait. Donc ça commence, tu commences avec un manga détraqué, tu te dis c'est quoi cette ambiance bizarre. Et après, donc ceux qui me disaient oui, ça s'estompe par la suite, après c'est pas grave. Bah moi je savais que ça allait rester dans ma tête. Bien sûr que c'est grave, parce que même si oui c'est vrai que l'univers comme je vous l'ai dit, il finit par s'étoffer. Il y a vraiment limite une mythologie qui se met en place. Oula attendez, ce visuel il est un peu trop grand. Il y a une vraie mythologie qui se met en place et tu sens que ouais.
il y a une profondeur dans l'univers, il y a des règles préalablement établies et tout. Même l'univers, il peut être défini selon, selon certains événements dans le manga. Donc ça, c'est vraiment cool pour le coup. C'est assez original sur ce point-là. Mais est-ce que ça te fait oublier la relation qu'entretiennent les personnages? Bah moi, je suis désolé, non, j'oublie pas. J'oublie pas parce que c'était la première rencontre qu'on a avec eux, c'est ça. Regardez la page couleur que vous voyez à l'écran, c'est ça. La première rencontre que t'as avec eux, donc tu restes forcément sur la première impression. Même si ça évolue par la suite, ok. Tu vas peut-être te concentrer sur l'univers en lui-même ou d'autres personnages et des antagonistes plus intéressants qui apparaissent aussi. Mais ouais, moi j'ai un peu de mal à vraiment rentrer dans le délire du truc. Parce que non, ce délire-là, Andy et Foucault, ils l'alimentent encore. Ils l'alimentent encore dans le tome 4. Et ça se base encore sur ce délire-là pour faire évoluer les personnages entre guillemets. Mais au-delà de ce problème-là, c'est que ce qui me pose problème, c'est qu'on sent que l'auteur, donc déjà on sent que l'auteur il savait pas trop où aller durant le premier tome, il savait pas si il allait faire un Eishi ou finalement après il va sur du Neketsu ou plus manga action. Donc déjà il y a ce problème là, mais moi ce qui me pose aussi problème c'est que on a l'impression que ce revirement il arrive limite trop brusque, trop d'un coup, et t'as des éléments qui sont assez rushés je trouve, vraiment pour le coup. Je pense vraiment que Undead Unluck a dû échapper de justesse à une annulation dans le Jump. Parce que genre, je pense à un moment, il y a un fameux arc. En gros, voilà, l'Union, le truc qui est présenté dans le synopsis, donc c'est une organisation où chacun des membres a un pouvoir en fonction de... basé sur une annulation, on va dire, un truc comme ça. Genre, il y a une meuf, son pouvoir, il est basé sur la justice, tout ça. Donc elle peut redéfinir ce qu'est la justice. Le prota il est immortel, et la meuf elle attire la malchance, enfin bref, il y a plein de pouvoirs comme ça propres à chacun des personnages qui sont plutôt originaux et même cool, vraiment cool pour certains. Et donc on sent que l'organisation en elle-même, c'est un délire intéressant. Et ce qui se passe c'est que cette organisation, elle a pour but de remplir des missions, et si elle remplit pas ces missions-là, et il se passe un truc. Et ils vont devoir... merde, comment ils appellent ça je sais plus, merde, le terme exact. Ils vont devoir, en gros... ils vont avoir une punition, en gros, si ils remplissent pas toutes les missions qui leur sont confiées. Et du coup, au bout de la 101e fois, au bout de la 101e fois, il va y arriver le Ragnarok, donc l'apocalypse. Et là, on est déjà... à la 99e. Donc ça veut dire qu'il en reste que 2. Ils ont droit qu'à deux erreurs encore. À 2 échecs. Donc je me dis que la fin du manga elle est déjà pas très loin en fait. C'est ça le problème. J'ai rien compris. Non mais en gros c'est l'organisation. Donc l'union. Ils doivent remplir des missions. Et en fait ce qui se passe c'est qu'au bout de s'ils remplissent pas leur mission, ils ont une punition. Genre je trouve que c'est ça, une sanction si vous préférez. Voilà, une sanction. Et au bout de la 101e, justement, c'est l'apocalypse qui va s'abattre sur la planète et tout. Et eux, leur rôle, c'est d'éviter ça, justement. Donc le problème, c'est que là, comme je vous ai dit, il y a le droit qu'à 2 échecs, 2 erreurs. Et pour le coup, ça annonce une fin du manga qui est peut-être plus proche que... Enfin, plus proche. Moi, je sais pas, vu que le concept est intéressant et tout, c'est peut-être un manga qui peut s'étaler sur le long terme. Et finalement, là, je me dis que il y a déjà une échéance dans le manga, et tu dis que ça peut se terminer plus ou moins rapidement. Surtout que je trouve que narrativement parlant, il y a certains trucs qui sont assez rushés dans le manga. Donc du coup, il y a certains trucs qui sont rushés. Et là, je vais vous donner un exemple justement de ce que j'ai en tête. Il y a un moment justement où il y a sur les 5 missions qui leur avaient été attribuées, et pas seulement aux héros, vraiment à tous les personnages membres de l'Union, il y en a une qu'ils n'ont pas réussi à remplir, à accomplir. Et du coup, ils ont eu cette sanction, et la sanction c'était quoi? C'était que maintenant il y a une nouvelle règle qui a été établie dans l'univers d'Undead Unluck, et maintenant les extraterrestres ils existent. En gros, cette fameuse punition c'était que
bah, que la vie sur Terre ne soit plus uniquement sur Terre, mais vraiment dans l'univers, il y a vraiment plusieurs planètes comme la Terre, et donc du coup, des extraterrestres viennent envahir la Terre, mais ce que j'ai trouvé trop rushé, c'est que bah, à peine cette nouvelle règle elle est établie, à peine ça rééquilibre, ça redéfinit l'univers du manga, que ça y est, bah, du jour au lendemain, limite la minute d'après, t'as les extraterrestres qui envahissent la Terre. Et dans le même chapitre, le problème est réglé. Donc c'est en ça que je vous dis que c'est trop rushé, genre les conséquences bah, qui s'abattent du coup sur les personnages et tout, selon leur mission, s'ils les remplissent ou non, s'ils les accomplissent, et ben quand ça s'abat sur eux, le problème il est réglé mais rapidement. Enfin après oui c'est le début, hein, c'est les premiers tomes, mais là je suis désolé, il y avait un potentiel pour faire un nouvel arc avec l'invasion extraterrestre et tout, de fou. Et ça a été rushé mais en un clin d'œil, genre donc sur ça ouais c'est ça que je trouve ça un peu bizarre comme rythme au niveau du manga. Même si encore une fois bah, c'est intéressant de redéfinir les codes d'un univers comme ça selon enfin d'un arc à l'autre en fait tout simplement. Mais sinon ouais c'est plutôt en fait c'est ça le problème, c'est que ça peut être un beau manga que je peux vous recommander, mais il y a trop de points négatifs qui me gênent pour que je vous conseille donc du coup d'aller vous faire votre propre avis. Mais de là à vous dire vas-y c'est une dinguerie, c'est un coup de cœur, c'est un manga qu'il faut lire absolument, bah non je suis désolé, il y a trop de trucs bizarres et même dans l'exécution je trouve que c'est pas toujours bien fait en fait. Même si encore une fois il y a des idées, il y a un concept, c'est original, ça on pourra pas enlever ça au manga. Mais ouais. Et niveau découpage dessin c'est propre. Ah ça va c'est pas mal, j'ai mis quelques doubles planches là. C'est pas mal mais c'est pas non plus le style de dessin moi qui m'enchante, je vais pas vous mentir, enfin surtout dans le chara design. Autant l'auteur il est plutôt bon peut-être dans les mises en scène, découpage tout ça, mais dans les chara design je suis pas super fan en vrai. En vrai de vrai. Donc bon c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais sinon ouais je sais pas ce que vous en pensez du coup. N'hésitez pas à donner votre avis aussi en parallèle. Yo Anthony du coup. En soi les idées sont bonnes mais pas assez de développement. Bah je sais pas si ce problème là il va être réglé après, mais là on arrive déjà à passer le 4e tome les gars, donc ouais. On dirait du Horikoshi. Ouais vite fait hein. Vite fait Horikoshi. Non mais oui, après les dessins s'améliorent forcément. Moi c'est surtout le chara design que je suis pas spécialement fan on va dire. Mais voilà, donc voilà, Undead Unluck du coup si je devais vous donner une note, bah je donnerais genre un 6 sur 10, 6,5 sur 10. Parce que c'est loin d'être mauvais en fait, contrairement au premier tome. On sent qu'il y a quand même un glow-up, plus t'avances, mieux c'est. Mais c'est un petit peu dommage d'avoir ce premier tome qui fait tâche de ouf, et d'avoir ce côté un petit peu rushé par moment, où tu te dis que l'auteur il pourrait prendre son temps. Mais voilà. Donc à voir, je vais continuer à suivre ça en vrai, hein, parce que là j'ai l'abonnement manga.io. Donc je sais qu'il y a un Undead Unluck dessus, et au pire des cas il y a Manga Plus aussi. Donc je pense que je vais mettre à jour et on en reparlera quand je serai totalement à jour, histoire de voir si vraiment ça finit par péter et que j'arrive à péter, ou en tout cas à péter. Oui je vais péter aussi. Non c'est que j'arrive à oublier les problèmes avec les protas, leurs relations bizarres et tout. Mais je me dis que si le potentiel du manga finit par exploser et vraiment montrer que ça peut atteindre un certain niveau, est-ce que ça pourrait pas atténuer un petit peu ce que je pense des personnages principaux? Il y a moyen en vrai, il y a peut-être moyen, donc je vais peut-être me mettre à jour. Et sinon ça restera un manga ok sans plus, et ça sera du gâchis du coup, parce qu'il y a ce plus, le plus il est là si vous voulez, mais il est gâché par autre chose, ça le problème. J'ai essayé de lire, j'ai drop pas loin du tome 4 et les personnages je kiffe pas trop ainsi que les chara design. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas... Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de personnages qui portent l'œuvre aussi. C'est ça le problème. Ah, ça, c'est un autre problème. Parce que, certes, Andy et Foucault, moi, j'adhère pas. Je vous le dis, leur relation bizarre, j'adhère pas. Mais les autres membres de l'Union, là, les personnages qui sont censés un petit peu porter l'œuvre, en mode les persos charismatiques, tout ça,
Il y en a certains qui peuvent être cool, genre Injustice, je l'aime bien là, c'est une meuf blonde là, je sais pas si elle est sur une couverture du tome, non je crois qu'elle est pas là. Je vais essayer de la retrouver. Mais elle j'aime bien à la limite, mais pareil c'est pas des persos qui sont développés et tout encore, c'est pas des persos auxquels je suis attaché pour autant. Donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est plus dans le tome 3 je crois qu'elle est... le dernier arc et je l'ai trouvé incroyable personnellement. Ah mais après c'est ça le problème, c'est que certes le dernier arc peut être incroyable, mais il faut déjà y arriver en fait. Il faut y parvenir, il faut pas drop avant. Donc il faut être patient, c'est pas tout le monde qui va avoir la même patience. Voilà c'est elle, Injustice. Elle pour le coup je trouve qu'elle a un petit flow. Attendez je vais vous mettre l'autre scène. Voilà elle. Je trouve qu'elle a un vrai flow en vrai. Pour le coup ça va, elle est stylée. Mais bon, là je vous parle de flow, est-ce que ça suffit? Bah non, ça suffit pas. Mais moi j'attends d'autres personnages qui me tapent un petit peu dans l'œil sans pour autant être un personnage charismatique, voilà, un peu cliché, tout ça. Donc un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais après ouais, comme je l'ai dit, il y a un background avec Andy qui peut être intéressant si c'est bien amené, développé, tout ça. Mais ouais, le prota, si vous voulez, il cache un passé, on va dire, derrière lui. Donc peut-être que quand on reviendra sur ses origines, ou quand on reviendra dessus, parce qu'on a eu quelques bribes dessus, ça pourra être intéressant. Je sais pas, ça pourra peut-être rattraper son côté détraqué. Mais en tout cas là... ouais. Après ouais, c'est vrai que les combats pas assez chorégraphiques... les combats, c'est vrai que bon... C'est pas des trucs spectaculaires. Moi, vraiment, ce que je retiens, c'est l'univers du manga qui est original. Vraiment, avec le coup de... Bah, si tu échoues une mission, t'as un truc qui arrive et qui redéfinit toutes les... Je sais pas, il y a un moment, pour vous dire, le truc, c'est... Genre, la langue internationale, c'était plus l'anglais, c'était... Enfin, en fait, l'espagnol, le français et tout, ça existait plus. Mais d'un coup, la contrepartie du truc, le contre-coup d'un arc en question, les retombées, c'était que tout le monde parle la même langue. Voilà. Donc l'univers d'Undead Unluck, il y a un truc qui a été réétabli, c'est qu'il y a une seule langue qui existe, et tout le monde a oublié l'espagnol, le français, tout ça. Et donc ça c'est des trucs intéressants en vrai. C'est des trucs intéressants qui peuvent... on sent qu'il y a des trucs stylés comme ça qui peuvent apparaître par la suite. Après ouais c'est... Là c'est je pense que ça dépend de la patience de chacun en vrai, parce que bon, moi ça va, je vous cache pas que j'ai reçu les tomes de la part de Kana. Mais encore une fois, je crois que je vous l'avais déjà dit, si j'avais reçu, ou alors si j'avais payé de ma poche le premier tome, enfin juste le premier tome, je serais allé acheter le tome 2, le tome 3, le tome 4 en fait. Et là je vous le dis honnêtement, parce que certes, moi j'ai de la chance de faire un taf qui me permet d'avoir des mangas et tout, mais si c'était uniquement de ma poche tout ça, bon, ça... Moi je comprends que c'est un investissement, c'est de l'argent, donc c'est pas le manga que je vais vous recommander. Là si vous me posez la question, est-ce que je vous recommande Undead Unluck? Eh ben je vous le recommande, allez lire les 3 premiers chapitres sur Manga Plus, mais après ça à vous de voir. Là c'est tout ce que je peux vous dire, là je vous conseille pas aller acheter le premier tome, vous faites votre avis machin, allez lire au moins les 3 premiers sur Manga Plus, à la limite prenez un abonnement sur manga.io. Voilà, c'est 6,90 par mois, c'est le prix d'un manga, mais au moins, bah, t'as un catalogue numérique assez intéressant, t'as Naruto, t'as Gintama, t'as Bakuman, t'as Undead Unluck dessus aussi, du coup. Donc, je sais plus à quel chapitre ils sont exactement, je vais aller voir ça. Mais ça sera déjà mieux que dépenser, bah, quasiment 30 balles pour 4 tomes. Alors, et finalement, si t'aimes pas, bah, ouais. Autant, quand c'est des recos, je suis sûr de moi, je sais que vous allez... de toute façon, vous le sentez quand je suis sûr de mes recos et généralement ça paye et vous suivez derrière. Mais là, pour le coup, moi je ne ferai pas partie de la propagande Undead Unluck, ou en tout cas, pas pour l'instant. Donc désolé pour ceux qui kiffent le manga, mais je sais pas, ça m'a pas pris dans le délire encore comme certains. Ok, je crois qu'ils sont à peu près pareil que le tome 4 sorti en librairie et du coup sur manga.io. Donc voilà. Il s'appelle comment le site? Il s'appelle manga.io, tout simplement. Là, je vous le mets dans le chat. Donc ça, c'est légal, c'est comme Manga Plus, on va dire, sauf que bah y a pas que les mangas du Jump et tout, il y a d'autres trucs. Et c'est en train de se développer comme il faut, donc c'est cool.
Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez tester. Et là pour le coup, moi là c'est un truc que je vous recommande. Hein. Genre tu lâches 6,90 et là tu peux tester plein de mangas et tout dans le catalogue. Ça commence à être intéressant, ouais, je trouve. Après tu peux te désabonner quand tu veux et tout et ne pas renouveler, pas de souci. Mais au moins t'auras testé et voilà. Donc voilà pour Undead Unluck. Donc si je résume, c'est que c'est ni bon ni mauvais pour l'instant. Il y a du bon, voire même de très bonnes idées dans son univers et tout, dans son concept et tout. Ça, il y a des très bonnes idées, mais malheureusement c'est pas. Il y a trop de trucs qui vont pas pour moi en tout cas, et je pense en premier lieu au personnage et au rythme du manga parfois qui rush certaines choses qui auraient mérité d'être développées. En tout cas qu'on s'y attarde et que ça glisse naturellement en fait. Sauf que là on passe rapidement d'un arc à l'autre. Je sais pas si vous êtes d'accord sur ce point-là, mais moi je pense que ça s'explique surtout par le début du manga très chaotique. Et on sent que l'auteur il s'est un petit peu... il a fait ce qu'il a pu pour rebondir on va dire. Et on le sent en fait, on le sent vraiment scénaristiquement parlant et narrativement parlant, on le sent je trouve dans les premiers tomes. Mais bon, tant mieux si c'est de mieux en mieux par la suite. Comme ça, c'est tout ce qu'on attend, on va dire. Mais en tout cas, bon, on checkera ça et je vous donnerai mon avis, je pense, dès la semaine prochaine, le week-end prochain, si j'avance et tout. On en reparlera et on fera le point à ce moment-là. Donc voilà pour Undead Unluck. Là maintenant, on va passer à un manga qui m'emballe quand même bien plus. Et pareil, j'avais eu du mal au début. Mais en tout cas, voilà. Alors, je fais référence bien sûr à Kaiju numéro 8. Alors, autant... C'est un manga qui a fait beaucoup parler de lui pour le marketing, tout ça. Marketing intensif dès que c'est sorti chez Kazé en France. Voilà, je vous rappelle, le manga, il avait recouvert la Bibliothèque nationale à Paris. Ça avait pris des proportions assez énormes, mais surtout satisfaisantes pour moi, en tout cas, hein, pour un manga, voir un manga qui prend autant d'importance en France. Moi, je signe. Hein. Vraiment, il y a quelques années, on n'aurait pas vu ça, les gars. Bref, en tout cas, l'engouement... C'est pas pour autant que je trouvais qu'il était justifié, en tout cas, de ce que j'avais lu sur les premiers tomes. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé de Kaiju sur ces 4 premiers tomes, et je vous avais dit déjà que, arrivé au tome 3 et 4, et surtout le tome 4, il y a eu je sais pas, pas un revirement de situation, mais il y a eu un espèce de déclic, un tournant en fait. Et c'est là que je me suis dit, putain ouais, le manga il commence à me proposer quelque chose, mais vraiment pour le coup, et ça commence à décoller. Donc je vais peut-être vous relire Enfin, je sais pas s'il y a besoin de relire le synopsis pour ce manga en vrai. Je pense que ça commence à être mainstream pour tout le monde, bien connu. Mais voilà, je relis rapidement, on sait jamais, s'il y a quelques-uns qui ne l'ont pas lu, qui savent pas de quoi ça parle. Donc les kaijus sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis. Mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau nom de code, Kaiju numéro 8. Donc voilà. Comme je l'avais dit la semaine passée, dans son exécution, dans sa façon d'aborder les choses et tout, Kaiju c'est un manga au final qui est très classique. Vraiment, c'est pas le manga qui va être révolutionnaire, super original, tout ça et tout, mais par contre, c'est très très bien fait pour le coup, c'est très très bien fait, et j'ai ce côté, enfin je commence en tout cas à avoir ce côté addictif, que je retrouve dans, finalement, peu de mangas récents, on va dire, dans ce genre-là je parle de Shonen Neketsu, et vraiment là en ce moment, enfin quand j'ai rattrapé le manga sur Manga Plus, j'avais qu'une envie, c'est vas-y, lâchez-moi le prochain chapitre, là c'est bon, je veux ma dose, ça me fait penser un petit peu à ce que j'ai ressenti pour Sakamoto Days récemment. Bon, je suis quand même plus team Sakamoto Days encore, mais Kaiju, ça commence à péter. Donc moi, ce que j'attendais, c'est que... Donc certes, le prota, il a... quand je dis que c'est un peu cliché, c'est que forcément, les ennemis, c'est des Kaiju, et forcément, c'est comme dans SNK, il fallait que le héros... Il a une spécificité, on va dire, et du coup, lui aussi se transforme en kaiju comme ses ennemis, comme Eren quand il se transforme en titan, bref, vous avez capté. Je prends l'exemple de SNK parce que c'est le plus parlant.
Mais voilà, ça le rend spécial d'entrée de jeu et tout. Et moi j'avais peur qu'il soit trop cheaté tout de suite, dès le départ et tout. Et que ça entache les enjeux, la tension, parce que tu te dis, ok, bah, il est trop cheaté dès le début, donc il va avoir réponse à tout. Il va résoudre tous les problèmes facilement et tout. Et finalement, bah, cette métamorphose, quand il se transforme en kaiju, bah, ça va lui poser problème. Parce que bah, dans l'univers de kaiju, forcément, t'as une unité de défense anti-kaiju. Et eux, que tu sois, que tu sois humain, mi-humain, mi-kaiju, ça va pas être leur souci. T'es un ennemi en fait, t'es un ennemi et ça doit être un secret à garder. Et du coup, il va devoir vivre avec ça. Sauf que c'est un secret trop lourd pour être gardé trop longtemps. Donc le fameux tournant, c'est bien sûr c'est ça. Là, c'est même plus un spoil tellement c'est évident que tu t'y attends en fait. Et je trouve que ça a bien été amené. Et quand bah, justement Kafka, il y a sa transformation qui est révélée au grand jour, bah, la façon dont il est contraint de se transformer pour aller aider une amie à lui, ou enfin bref, pour aider un proche du coup, bah, il avait plus le choix et tout, donc il y avait ce petit côté épique qui rend la transfo et le moment culte, ouais, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais en tout cas très très classe et très impactant je trouve. Et après bah il y a toute la problématique de comment tu vas gérer un cas comme Kafka, qui est du coup reconnu comme le kaiju numéro 8. C'est un petit peu je sais pas, en fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans l'univers de kaiju, c'est que t'as des dialogues et tout, toutes des réflexions sur est-ce qu'on l'utilise comme arme de défense pour contre les autres kaiju. On prend le risque que on va dire que son parasite en lui ne prenne pas le contrôle sur son corps totalement et que ça reste Kafka et que ça reste un humain. Est-ce qu'on prend ce risque-là, ou alors est-ce qu'on le tue, voire on l'isole complètement et ciao. Donc j'ai trouvé ça intéressant en vrai comment c'est amené et comment finalement Kafka va essayer de s'en sortir et s'adapter à la situation. Mais au-delà de ça, ce que j'aime bien, c'est que donc certes j'aime bien Kafka parce que c'est un personnage voilà, qui commence à être intéressant, et en plus il a une certaine maturité, c'est pas un ado comme on peut le voir dans les shonen récents on va dire. Donc ça change un petit peu on va dire. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a d'autres personnages qui portent l'œuvre en fait. Et là, bon, j'ai zappé leur nom, mais par exemple la blonde là, que vous avez vu à l'écran, elle est intéressante aussi. T'as le... Bon, ça je peux pas spoiler malheureusement, mais vous voyez très bien de qui je parle. Un perso, il lui arrive un truc, on va pas spoiler, mais voilà, vous avez compris. Il y a un moment, c'était assez marquant aussi, pareil, une histoire assez touchante. Et en fait, t'as plein comme ça de persos charismatiques. Bon, en fait, ouais, le parallèle que j'ai eu, le parallèle que j'ai au niveau du ressenti, c'est vraiment celui de Sakamoto Days entre les deux. Comme je l'ai dit, bon, le coup de cœur sur Sakamoto est plus grand, mais en termes de côté lecture addictive, le rythme intense qui monte en puissance, les personnages qui ont du flow charismatique, tout ça, et avec des histoires touchantes aussi, ça me fait rappeler ce que j'ai ressenti sur Sakamoto. Et comme je l'ai dit, ce qui est bien, c'est que ça fait que monter en puissance. Et donc voilà, Kaiju c'est validé, et là pour le coup, je vous le recommande 100 fois. Là, autant j'avais peut-être quelques réserves encore la semaine passée dans mon coup de cœur, on va dire. Est-ce que c'est vraiment un coup de cœur finalement? Et là oui, je peux vous le dire que oui. Et ceux qui ont rejoint en cours de route. Mais en tout cas, c'est très très cool comme manga. Et là, je commence à comprendre un peu son engouement. Voilà, je pense que son succès est mérité pour le coup. Tu le mets où dans la tier list? Je l'avais mis en B, je crois. Hein. Je crois que je l'avais mis en B. Bah, je pense que je le monte en vrai. Donc pour moi, peut-être même pas encore en S, mais pas loin de S en vrai. C'est soit un petit S, soit un big A, en mode très beau manga. Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir. Hein. Et surtout, bon, j'ai pas parlé des dessins, les gars. Et je vous ai mis quelques planches sur le stream, là. Il y a que des doubles planches de fou furieux à chaque chapitre. Franchement, enfin, au niveau du dessin et dans le découpage, mise en scène, tout ça, l'auteur, il est très très fort. Donc je sais plus c'est quoi le nom de l'auteur. Mais il me semble que c'est son premier manga aussi, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est Naoya Matsumoto, voilà, merci pour le son place qui apparaît sur la planche. Mais en tout cas, très très fort. Donc après, je crois que Kaiju, c'est un rythme bimensuel maintenant, du coup, maintenant que je suis à jour. Donc c'est 2 chapitres par mois, si j'ai bien capté le délire.
Donc maintenant on va arriver, enfin on va attendre ça à chaque chapitre. Hein. Avec un animé où s'il y a une bonne animation, ça va faire un carton. Bah ça fait déjà un carton en fait, sans animé. C'est pas son premier. Ah ouais, il a fait quoi d'autre du coup? C'est vrai que je me suis pas renseigné sur l'auteur en vrai. Le coffret Araki déjà trouvable sur le net, ce sera pas dans ma librairie moisie de vie de merde. Ah ouais les gars, le coffret de Araki, fallait le choper rapidement. Il fallait le précommander du coup. Et sachant que des ton cab, niveau stock, ils sont pas très ouf. Poshiekuro, premier manga de l'auteur. Ah ouais, c'est lui. Ah mais je l'ai lu ce manga, Poshiekuro. Ah ok, c'était pas mal d'ailleurs. C'était une petite série en 4 tomes. Il y a Kazé qui m'avait envoyé le coffret pour un Halloween de je sais plus quelle année. J'avais bien aimé en plus. En vrai de vrai, j'avais bien aimé. C'était pas la série marquante et tout. Et voilà, c'était un petit manga que tu lis tranquillement. Mais ouais, c'était pas mal en vrai. Ok, bon. Bah, content pour l'auteur si il commence avec une petite série tranquille et qui... Voilà, pas forcément un truc qui va taper le grand public. Et qu'il enchaîne avec Kaiju derrière. Content pour lui en vrai. Content pour lui. Par contre, les gars, le trio de manga plus... Là, le trio de manga plus, il est incroyable. Hein. Entre Kaiju numéro 8, Dandadan et Spikes Family, pardon, le trio est incroyable. Alors, est-ce que ça serait pas le nouveau Big Three? Ah, vas-y, avec ces délires à la con. Mais quitte à faire un nouveau Big Three qui a du sens, celui-là, il en a un. Parce que les 3 mangas, ils sont publiés sur la même plateforme. Les 3 mangas, ils sont en train de tout péter. Les 3 mangas, ils sont excellents. Donc, il manque un animé à Kaiju et à Dandadan, et ça y est. Ah, voilà, enfin, vous avez capté. Mais, bon, après, malheureusement, ça ne peut pas être un Big Three maintenant, parce qu'il y a Chainsaw Man qui est au-dessus d'eux. Et qui est maintenant dans le Jump Plus aussi. Donc, c'est les 4 empereurs, si vous voulez, maintenant. On va dire ça comme ça. Les 4 empereurs de Jump Plus, là. Bon, bien sûr, Chainsaw Man, il faudra attendre que ça reprenne cet été-là, mais voilà. Le E-Big Tree, je m'en... Il y a un trait de dessin qui me fait penser à Tabata. Ouais, ouais, en vrai, il y a un truc. Mais j'aime bien, c'est un style fin, dynamique, c'est vif aussi, je sais pas, c'est... Non, vraiment, en fait, pour moi, le style de dessin de Kaiju, il est totalement à l'image du manga, en fait, il est dans l'esprit, et c'est lui aussi qui rend ce côté, enfin, le côté épuré qu'il a avec des planches qui laissent parler plus les dessins que les persos parfois. Voilà, où t'as vraiment un côté où tu peux te manger plusieurs planches d'affilée, où il y a quasiment aucun dialogue, que de l'action. Ça participe aussi justement à renforcer ce côté, rythme intense, lecture très fluide et appréciable aussi, du coup. Spy Family qui peut chercher One Piece et JJK en vente, tu penses, par tome? En vrai, c'est fortement possible. Donc là, le tome 9, il est nettement en retard par rapport à ces deux-là. Mais avec l'animé qui arrive, enfin avec l'animé qui a commencé, on en parlera après. L'animé, les gars, le boost du manga, il a déjà commencé, mais on en reparlera peut-être dans un mois. Dans un mois, les gars, Spy Family, je pense que ça va taper des millions par semaine dans le Top Oricon. Vraiment, pour le coup. Mais on en reparlera après quand on parlera des animés. Parce qu'il y a des choses à dire aussi. Donc voilà pour Kaiju, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Yo, Black Anma. Hâte de voir les ventes de Chainsaw Man avec l'anime. Pareil, Chainsaw Man, ça va être quelque chose aussi. Et Kaiju, si vous devez lui donner une note en vrai, ça serait quoi? Genre sur 10. Moi là, je pense que je suis sur un 8 sur 10. Très addictif. Là, je suis d'accord en vrai. Les Dandadan, les Sakamoto, c'est des mangas, c'est... En fait, le rythme en tome, il est déjà très bon. Mais même hebdomadairement, c'est limite encore mieux, limite. Ce genre de manga. Parce que t'es là, t'as ta dose chaque semaine et tout. Après, on verra. Moi, c'est vrai que j'ai pas encore lu un chapitre hebdomadaire de Kaiju. Donc, est-ce que maintenant, je vais avoir l'impression que les chapitres sont trop courts? Je sais pas, on verra bien. Ok, 7, 8 sur 10, 9, 7,5, 7, 7, 7,5, 7, 7, 8. Ok, bon, vous êtes plus sur un 7,5 du coup, 8... En vrai, je suis d'accord avec les notes. Pour moi, quand je dis 8 sur 10, c'est que j'entends par là, c'est un très bon manga, quoi, pour moi. Et déjà que je mette un 8, sachant que moi, je suis assez exigeant, je trouve. Si je mets un 8, c'est que, bon, là,
C'est que je suis vraiment dans le délire et ça y est. Ah, ça fait plaisir. Chainsaw, ça vendait combien? Oula, j'ai plus les chiffres exacts pour Chainsaw Man. Je sais plus s'ils sont sur le site. Non, il les a pas mis, dommage. Chainsaw Man, je sais plus si ça tapait déjà du 700K, je sais plus. Peut-être un peu moins quand même. Si quelqu'un a les chiffres du dernier tome de Chainsaw Man, environ passé un mois là, je sais plus c'était quoi exactement. Un poil plus que Kaiju. Ah, c'est vrai que j'ai zappé, ça fait un moment Chainsaw Man du coup. Et voilà. En tout cas, voilà, je vous recommande moi les... Kaiju, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'aime bien, mais j'ai pas le truc qui fait que je suis hype. Bah justement, pour moi, il arrive au tome 4, et c'est même pas... en mode, vas-y, pour forcer et tout, non, non, c'est réel. Moi, pour moi, c'est vraiment le tome 4 qui m'a fait dire, ok, là, ok, ça, je comprends le délire. Et en vrai, ça va, finalement, ça arrive au tome 4, c'est pas si loin, en vrai. Donc, mais en tout cas, très très cool. Bon, on va se réserver Jujutsu pour la fin. Donc on va enchaîner avec The Elusive Samurai. Et ce qui tombe bien, c'est que bah il faisait partie des mangas sélectionnés dans ma vidéo des mangas 2022. Voilà, je vous ai fait une sélection de 15 mangas en plus des... Merde, faut que je vous enlève la planche de Kaiju. Voilà, je vous ai sélectionné 15 mangas en plus... ok, enfin non, j'ai sélectionné 15 mangas, pardon, je me perds dans mes mots. Et 80 sorties en plus de l'année, parce que voilà... il y a trop de sorties en 2022, vous avez vu dans la vidéo. Mais en tout cas, The Elusive Samurai, j'ai hésité à le mettre dedans. Parce que c'est vrai que c'est un manga que j'aime bien, mais sans plus en fait. Genre, c'est cool à lire, parce que ça prend un petit peu à contre-pied, ou peut-être pas à contre-pied non plus. Mais voilà, de base, quand tu t'entends Shogun, manga de samouraï, tout ça, tu penses aux vagabonds, tu penses au Kenshin, tu penses à des personnages et aux protagonistes charismatiques, voilà, qui te fait pas rigoler quand il se bat en fait avec son sabre et tout. C'est vraiment là, c'est des mangas de bonhomme. Et ben The Elusive Samurai, c'est pas ça. C'est le prota. Sa spécialité, c'est la fuite, c'est l'esquive, et c'est comme ça qu'il va bâtir sa légende au sein de l'univers de son manga, de son œuvre. Et donc pour le coup, c'est comme ça qu'il va reconquérir un petit peu son peuple, parce que c'est lui l'héritier du shogunat. Et finalement, bah, il y a une insurrection, il y a une rébellion, il perd toute sa famille, il perd tout son peuple, il doit fuir son royaume, tout ça. Donc pour le coup, c'est un peu une... c'est un périple en fait qu'on suit du prota. Mais il va jamais être dans la confrontation directe en mode personnage badass, enfin stylé, machin, qui porte ses couilles. Et c'est en ça que je dis que ça prend à contre-pied un petit peu son genre. Et est-ce que ça suffit pour recommander le manga? Est-ce que ça suffit pour que le manga soit vraiment bon, ou je sais pas. En fait, moi j'aime bien, mais de là à vous le recommander, de là à vous dire c'est un bon manga, je sais pas en fait, je suis mitigé. Parce que c'est pas mauvais en fait, c'est pas mauvais, mais là pour être quasiment à jour, je trouve que parfois ça parle pour rien dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, des fois, bon, quand on parle de manga de guerre, tout ça aussi, parce que ça c'est pas qu'un manga de samouraï, c'est aussi vraiment la guerre, tout ça. Moi j'ai Kingdom en référence. Et quand tu dis Kingdom et après tu dis The Elusive Samurai, bon, j'aime pas ce genre de comparaison. Sachant que voilà, ça sert à rien de comparer et de confronter les mangas entre eux. Mais quand j'ai déjà vu beaucoup mieux ailleurs, ça me paraît fade en fait, c'est ça le problème. C'est plus ça le souci. Et ouais, dès que ça parle de stratégie dans The Elusive Samurai, c'est sympathique, mais ça reste léger en fait. Ça reste léger. Et je sais pas si ça sera pas limité par le fait que le prota ne soit pas le leader, un peu classique comme on aimerait le voir en fait finalement. Voilà, le leader qui mène son peuple là où il faut, tout ça. Donc certes, il va le faire à sa façon, à travers l'esquive, la fuite, tout ça. Mais est-ce que le concept il s'use pas trop vite déjà en fait? C'est ça ma question. Un manga avec plein de complots et de trahisons, donc il y a des moments où ça parle beaucoup, ouais. Ouais, mais ça en fait, ça parle beaucoup. C'est même pas le fait que ça parle que ça me dérange.
c'est que, je sais pas, des fois j'ai vraiment l'impression que ça parle de trucs prévisibles, en fait, des trucs que tu vois venir à 3 kilomètres. Mais ouais. En 7 jours, le tome 11 de Chainsaw Man fait 300K. Ok, donc sur un mois, je pense qu'il tape les 400 et quelques en vrai. Je pense. Même plus, en vrai, 500 même. Ok, ok. Non mais voilà, en fait, moi, je vais pas vous mentir, là, le gros coup de cœur que j'ai sur ce manga, en fait, c'est visuellement. Vraiment, je trouve que Yusei Matsui, donc c'est l'auteur de Assassination Classroom et Neuro le Mange Mystère, je trouve qu'il a glow up de fou sur ce manga. Et ouais, tout ce qui est... Enfin, autant il n'y a pas beaucoup de double planche non plus, mais tout ce qui est... Bah, la couleur, en fait, page couleur, couverture, aussi bien des tomes que des covers du Jump, c'est magnifique, en fait. Et juste pour ça, des fois, j'ai juste envie de me dire, mais... Ça suffit à ce que je suive le manga, en fait. C'est tellement plaisant Enfin, c'est tellement beau visuellement que je me dis que je vais continuer. Mais je sais pas si ça va suffire très longtemps. Et là, c'est un truc de fou parce que moi, de base, je suis pas du genre à me limiter au dessin, même si les dessins sont peut-être bancals et tout pour certains et tout. Moi, je vais plus m'intéresser au fond de l'œuvre et tout. Et là, pour le coup, je suis plus dans l'autre camp pour une fois. C'est plus les dessins qui me font rester devant la télé limite là. J'ai quasiment 30 chapitres de retard car j'aime pas du tout les têtes des méchants. Ouais, c'est vrai que bon, les niveaux antagonistes par contre, les antagonistes de Zelusi Samurai, c'est pas les plus marquants qui soient. Hein. Genre généralement c'est des... T'as l'impression que c'est des genre, tu vois, Iguma dans One Piece, c'est l'antagoniste, premier chapitre, et après tu le revois plus, enfin bref, c'est l'anta de merde quoi. Enfin c'est un anta qu'il fallait en mettre un là au début tranquille, pour réserver un peu du lourd par la suite. Bah, c'est vrai que les antas dans Zelusi Samurai, bon à part celui qui est sur la couverture du tome 3 que vous voyez là, lui il a un flow de fou, et on sait que c'est l'antagoniste final, parce que c'est lui qui a mené la rébellion et tout contre le shogun, tout ça. Enfin bref, lui, on sait qu'il a du flow, et que sa confrontation avec le prota, elle sera intéressante par la suite, pas de soucis. Là, je parle vraiment des premiers antas qu'on voit dans le manga, ils donnent... je sais pas, ils ont une sale gueule et tout, ça donne pas trop envie, on dirait presque des randoms en fait. J'ai parié avec Black Clover, c'est pour les dessins que je reste. Ah bah, en tout cas, ouais, c'est... Moi, il y a aussi ce concept, bah, comme je l'ai dit, assez original, de fuite, d'esquive, tout ça, qui rend des fois les combats intéressants. Parce qu'en vrai, bon, c'est pas les combats à la Vagabond, Miyamoto Musashi, gros combat de sabre et tout, avec des chorégraphies de fou. Mais je trouve que l'auteur, il sait rendre ses combats intéressants. Voilà, quand t'as des phases de combat et tout, il y a des notions stratégiques avec le héros, parce que forcément, lui, il a pas beaucoup de puissance, il a pas beaucoup de force, donc il va utiliser ses autres atouts, la vitesse, l'agilité, tout ça. Donc des fois, il peut rendre ses combats intéressants, et c'est ça aussi le point fort peut-être de Zelusi Samurai. Mais je sais pas, là on arrive quand même à quasiment 60 chapitres. Je sais plus ça équivaut à combien de tomes, peut-être je dirais 6 en vrai, 6 tomes. Je trouve que ça met du temps à monter en puissance comme il faut, parce que là pour le coup, j'ai peut-être... Enfin, c'est peut-être ça finalement le problème pour résumer, c'est que le tome 1 j'avais bien aimé, enfin, les premiers chapitres, j'avais trouvé qu'il y avait du potentiel tout ça et que ça pouvait être intéressant de continuer, et voilà, c'était vraiment le manga où j'avais des attentes dessus, je me dis ok, si je lui laisse du temps lui, il va peut-être péter au bout d'un moment. Et bah là on arrive au 6ème tome limite, et j'ai toujours le même avis, c'est ça le problème. C'est que le manga je trouve qu'il monte pas en puissance, c'est un peu... Voilà, on a eu l'exact opposé avec Kaiju numéro 8 juste avant, Kaiju... Tu prends le tome 1 et tu prends le tome 6 derrière, enfin, voire même tome 8, je pense qu'il y a de l'avance sur la prépublication. Le manga, il fait que monter en puissance, pareil pour Sakamoto Days, c'est que de mieux, c'est toujours mieux en mieux, et tu sens vraiment la différence entre le tome 1 et le dernier sorti en fait. Alors que Zelusi Samurai, bah, ça stagne en fait. Ça stagne, c'est pas mauvais, c'est pas spécialement bon non plus, genre je dirais que allez, on va dire c'est sympa sans plus encore une fois, et c'est encore un avis que j'ai sur beaucoup de mangas du Jump en ce moment. Donc lui, il gagne des points parce qu'il a un côté peut-être plus original et plus... Vas-y, plus beau, on va pas se mentir, regardez les pages couleurs les gars, c'est trop, c'est une dinguerie, c'est magnifique. Donc ouais, ce côté-là, il rend le manga, enfin il rend la lecture plaisante du coup, mais sinon ouais... Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va pas finir par me lasser?
sur le long terme, et encore je dis le long terme, mais est-ce que je serai encore là pour le long terme? C'est ça le truc aussi. Je sais pas. Donc bon, le manga est disponible sur Manga Plus, donc je pense que je vais continuer, ça me coûte rien. Mais c'est dommage parce que j'avais des attentes au début et l'auteur il peine à les combler et il peine à passer ce cap qu'on attend en fait. Donc finalement, pareil pour Sakamoto Days, j'avais compris pourquoi le manga il commence à faire des top 1, même si encore une fois les classements du Jump ça reflète pas forcément la qualité d'un manga et tout. Mais quand tu lis Sakamoto, tu comprends quand ça commence à monter en puissance, c'est là qu'il faut que le manga commence à taper des gros classements dans le Jump et tout, et qu'il monte aussi dans le classement. Et bah The Lazy Samurai, bah j'ai un peu cette impression que le classement il reflète aussi la qualité du manga pour le coup. Parce qu'au début, bah t'as ce côté rafraîchissant, où le manga était bien classé à ses premiers chapitres et tout. Et finalement, plus t'avances, bah plus le manga, bah soit il stagne, soit il régresse limite, il arrive plus à aller dans le top 10, ou alors beaucoup moins fréquemment qu'avant. Et ça on le ressent. Donc voilà. Voilà pour mon avis du coup. Les pages couleurs sont sublimes. Ah, ça pour le coup, moi c'est mon manga préféré du Jump à ce niveau-là. Hein. En termes d'illustration couleur, je vois pas qui fait mieux que lui hein, dans le Jump. Donc voilà pour The Lazy Samurai. Donc on verra bien où ça nous mène. Mais je reste sur ma faim, c'est ça le problème aussi. Après parfois dans ce genre de manga, il y a une dinguerie qui arrive qui fait que la hype remonte d'un coup. J'ai pas lu The Lazy Samurai mais c'est possible. Ouais mais c'est compliqué quand tes combats ne sont pas basés sur les je sais pas, sur des grosses chorégraphies de fous, sur des personnages charismatiques marquants, tout ça. Voilà, quand tu penses à des sabreurs, encore une fois, moi je pense à Kenshin, je pense à Vagabond, je pense à Miyamoto Musashi. Je pense à ce genre de persos qui portent leur manga, qui portent leur œuvre, alors que dans The Lazy Samurai, bah c'est pas le cas du prota. Je dis pas que c'est un mauvais prota en vrai, c'est juste que bah il me laisse indifférent en fait. Yosakura Family fait mieux. Non, moi je préfère les pages couleurs de The Lazy Samurai, mais largement en plus en vrai. Ouais, alors autant j'enlève pas la qualité à Yosakura à ce niveau-là, parce que oui, l'auteur fait des très belles illustrations aussi. Mais là pour le coup, regardez la page couleur avec le cheval, celle où le ton automnal et tout sur celle-ci. C'est assez magnifique ça. Donc voilà. Bon, on va passer à Jujutsu Kaisen. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas pu avancer autant que je l'aurais voulu. Mais on va essayer de faire mieux la semaine prochaine. Donc ouais, j'ai lu les tomes 2 et 3. Donc, ce qui correspond... bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ces tomes, les gars. Voilà, ceci j'ai lu. Donc la dernière fois, le premier tome m'avait laissé... Donc je précise aussi que c'est une relecture, hein, pour ceux qui savent pas. J'avais commencé l'arc Shibuya à l'époque où je suivais les chapitres par semaine et tout. Mais j'avais fini par drop. Bon, je savais que j'allais reprendre un jour, mais juste bah ça m'avait pas marqué à la première lecture, première impression, tout ça. Donc voilà. Et donc là, le premier tome nous laissait en gros avec Sukuna qui prend le dessus sur Itadori, et du coup t'as un Sukuna contre Megumi. Donc combat assez stylé, mais ce que j'ai surtout trouvé stylé, c'est un peu bah les... Je sais pas, c'est quand encore une fois, c'est quand Sukuna il est en action, mais surtout quand il parle en fait. Je trouve qu'il se passe quelque chose avec Sukuna. Et je vous avais dit la semaine passée que bah à ma première lecture, j'avais pas été trop pris par le perso de Sukuna, genre. Alors pourtant, je vous avais dit finalement que bah à la relecture, je trouvais qu'il apportait ce côté mythologique à l'univers de Jujutsu Kaisen. Et un côté que j'avais pas forcément appréhendé, enfin que j'étais peut-être passé à côté dans ma première lecture, ou en tout cas ça m'avait pas marqué. Et là pour le coup je trouve que c'est plus intéressant maintenant que je relis le manga tranquillement. Et donc ouais, je pense à la scène où il fait un coup de pression à Megumi, où il arrache le cœur d'Itadori, il l'a dans sa main, il le regarde, wesh mon ref, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Bref, ça c'est un perso qui a des couilles énormes. Mais surtout, c'est un perso, t'as l'impression qu'il est imprévisible, qu'il peut te faire une dinguerie de fou à tout moment. On sent qu'il peut faire basculer le manga d'un côté comme de l'autre. Vraiment, Sukuna, pour le coup, je sais pas si c'est pas en train de devenir mon perso préféré, en vrai. En vrai, c'est...
je me dis que c'est ça qui est cool, c'est que bah finalement c'est lui l'anta final en fait. L'anta final du manga. C'est lui qu'il faut abattre en dernier et tout. Voilà, retrouver ses membres et tout, mais c'est ça c'est lui qui est lié à tout le plot du manga en fait. La scène entre Sukuna et Yuji aussi. Ouais voilà, il y a ça aussi. T'as l'opposition quand Yuji, tu le vois dans son corps, son subconscient, je sais pas comment c'est qualifié, je sais plus. Et pareil, quand t'as Itadori qui confronte encore une fois Sukuna, je sais pas, et c'est stylé en vrai, c'est vraiment stylé. Bon, ça forcément ça rappelle Bleach et tout, mais en tout cas c'est bien stylé. La scène entre Sukuna, ouais ça c'est bon j'ai lu. Il est blond Yuji maintenant. Là c'est vrai que j'avais vu passer un truc sur les dernières pages couleurs, tout ça, couverture. De base il a pas les cheveux roses. Enfin, rosé, on va dire blond rosé, ou enfin je sais plus, enfin, genre il y a un changement de couleur, j'ai l'impression aussi sur... Parce qu'il y a un mystère autour de la promesse que lui a fait Yuji, il y a ça aussi. Ouais c'était ça, c'est l'anime qui a... Ah, même sur le premier tome là, enfin après là c'est peut-être le jeu de lumière aussi qui fait que c'est un petit peu plus rosé. Mais sur la couverture du Jump, il a les cheveux blonds quoi. L'auteur a dit qu'il kiffe Bleach de fou, donc logique. Non mais oui, l'inspiration Bleach, les gars, je pense qu'il avait pas besoin de le dire. Je pense qu'il avait pas besoin de nous dire qu'il s'était inspiré de Bleach. Voilà, que c'est un manga qui l'a marqué, tout ça. Parce que moi, quand je lis Jujutsu Kaisen, le premier manga qui me vient à l'esprit, c'est Bleach. Mais c'est pas pour autant que c'est du plagiat, que c'est du copier-coller et tout ça. Non, rien à voir, c'est juste, c'est super bien fait et que... Moi j'aime bien en fait quand c'est bien fait. Ça n'a pas besoin d'être original. Juste quand c'est bien foutu, que les persos, ils te parlent, que t'as envie de les suivre, tout ça, ça suffit pour un neketsu pour moi. Après, bah, il faut parvenir à faire une identité et tout, vous le savez. Et bah, Jujutsu Kaisen, je trouve que son identité, il l'a. La patte Jujutsu Kaisen, elle ressort du manga, en fait, si vous voulez. Et voilà, là, je pense, en plus, bah, ça tombe bien parce que c'est bien exploité dans les deux tomes que j'ai lus. Mais je pense au fameux, le coup de l'extension de territoire. C'est giga stylé. On va pas se mentir, ça c'est un concept très très lourd, surtout qui prend des proportions beaucoup plus grandes quand ça avance par la suite. Mais bon, quand tu vois Gojo en action, t'as des scènes bien stylées déjà dès le début. Donc en vrai de vrai, c'est vrai que bon, c'est toujours intéressant de relire des mangas aussi, même des mangas qui peuvent nous avoir laissé quasiment indifférent, parce que moi je trouvais Jujutsu Kaisen bon à ma première lecture, mais c'est juste ça m'avait pas marqué en fait. Et là maintenant que je relis et tout, bah je sais pas, genre je commence à vraiment être de plus en plus emballé par le manga, et je me sens bien plus concerné que ma première lecture aussi. Après c'est ça aussi qui est la différence, c'est que bah avant je lisais un chapitre par semaine, alors que maintenant bah j'enchaîne les chapitres et les tomes, donc c'est sûr que l'appréciation elle a plus rien à voir, et ça avance beaucoup plus vite du coup. Dans le rythme et tout pour moi. Donc les événements s'enchaînent et tout, c'est beaucoup plus fluide forcément, parce que quand tu lis en tome, le découpage est beaucoup mieux, voilà, c'est sûr, c'est certain. Mais voilà. Et même en vrai, je vous avais dit la semaine passée que les dessins de Jujutsu Kaisen, j'aimais beaucoup l'art style propre de Gege Akutami. Voilà, le côté très brut des traits, très sale, genre, mais qui rend parfaitement justice à l'ambiance de la série, tout ça, son univers. Mais je vous avais dit que c'était dommage que le découpage des planches, voilà, la mise en page des cases, tout ça et tout, je trouvais que c'était trop carré et que il était pas assez, il se lâchait pas assez, je trouve. Pour le talent qu'il a et le potentiel de la série, je trouve qu'au niveau des planches, t'avais pas, c'était trop. Moi, j'attends de Jujutsu Kaisen des planches déstructurées un peu, genre tu vois que limite le perso il sort de la case. Des trucs comme ça, et ben je trouve que ça tend de plus en plus dans cette direction. Je vous ai mis les meilleures planches que j'ai vues sur dans le stream. Ça reste encore un peu carré, genre même dans les doubles planches et tout, mais on sent qu'il y a du mieux, et on sent que ça va aller de mieux en mieux. Et ça, je vous avoue que j'ai totalement oublié pour le coup à ce niveau-là, si ça améliore vraiment par la suite. Mais en tout cas, il n'y a que ça maintenant, bah tant mieux. Tant mieux parce que ça je l'avais un peu zappé. Regardez celle-là par exemple avec Gojo. Cette planche elle est cool. Mais ce qui est dommage c'est que bon pour une double planche,
bah, elle est trop basique en fait, genre dans son découpage, voilà, c'est deux gros rectangles on va dire qui sont séparés par un trait blanc, c'est deux grosses cases finalement en rectangle. Bon, Jujutsu Kaisen c'est un manga, et surtout Gege Akutami c'est un auteur qui a un style tellement atypique finalement, et tellement, je sais pas, il y a tellement de potentiel dans ses traits, qui peut se lâcher vraiment à ce niveau-là, et te pondre un découpage vraiment bah, tout aussi atypique que son style finalement. Alors que bon, au début c'est vraiment trop carré, même si ça finit par s'améliorer. Et donc moi j'en attends encore plus à ce niveau-là. Et là je parle vraiment du découpage les gars, je parle pas du style de dessin en lui-même. C'est vraiment le découpage que je trouve au début. Bon, on sent que c'est son premier manga, hein, si je dis pas de conneries. On sent que c'est son premier manga, mais du coup ça lui laisse une marge de progression. Mais on la sent déjà, arrivé au tome 3, on la sent déjà la marge de, enfin la progression du coup. Donc voilà, hâte de mettre à jour totalement pour voir bah, l'avant-après finalement. Parce que c'est vrai que bon, c'est ça aussi le truc quand tu lis un manga en hebdomadaire depuis le premier chapitre, t'as pas ce recul en fait. Genre vu que tu lis toujours le manga une fois par semaine, un chapitre, tu vois pas forcément le style évoluer, c'est pas aussi flagrant que ça le serait forcément en lisant par tome, où vraiment voilà, t'enchaînes les pages et tout, donc tu vois clairement quand ça évolue. Moi, enfin, c'est pareil pour je sais pas, comme un manga comme Hippo. Hippo, si t'as lu le manga bah, depuis le premier chapitre et que ou sinon, ou si tu le lis d'un coup, tu vas pas avoir le même recul sur l'évolution du style de dessin de l'auteur, c'est normal. Alors que pour le coup, bah, George Morikawa sur Hippo, c'est pareil. Tu prends une planche du premier chapitre à une planche du dernier, le contraste, ça n'a plus rien à voir. C'est le jour et la nuit. Il a glow up de fou. J'ai trop hâte d'avoir ton avis jusqu'à le dernier chapitre. Non mais en vrai, donc là ça va, c'est encore, on est encore dans les chapitres que l'anime adapte aussi. Mais pour le coup, ouais, on a l'apparition de... Merde, j'ai zappé son blaze. Manami, je crois. Ah, comment il s'appelle? Nanami? Le type là avec les lunettes là. Nanami, je crois. Et voilà, lui ça va, je l'aime bien. Il a du flow. Et après, il y a Mahito qui apparaît aussi, dans les chapitres que j'ai lus. Donc, antagoniste très intéressant, je trouve, en vrai, sa conception de l'humanité, finalement, la haine, tout ça. Je trouve que c'est ça aussi que j'aime bien dans Jujutsu Kaisen, c'est que les antagonistes, certes, ils ont du flow, certes, ils sont charismatiques, mais je trouve que quand ils parlent, bon, j'ai vu une planche passer, ça faut le dire, par contre, hein, la planche où Geto dit à Gojo... Est-ce que tu es... Attends, il dit quoi? Est-ce que tu es fort parce que tu es Gojo Satoru? Ou est-ce que tu es Gojo Satoru parce que tu es fort? Il dit un truc comme ça. Ça pue la merde, les gars, comme dialogue. Ça pue la merde. La scène n'a aucun flow. Ça pue la merde, ça. Vraiment, c'est de la branlette. Moi, c'est pas ça que j'attends comme dialogue intéressant dans Jujutsu Kaisen. Comme punchline, si vous voulez, une citation marquante. C'est pas celle-là que je veux retenir. Moi, je pense plutôt à la conception, voilà, quand Mahito parle de haine et tout. Est-ce que c'est l'âme qui apparaît avant le corps, ou c'est le corps qui confectionne l'âme, tout ça? Enfin bref, là ça me parle beaucoup plus quand ça te fait des faces comme ça. C'est beaucoup mieux amené, je trouve. C'est beaucoup plus pertinent aussi avec les propos du manga. Alors que les gens sur Twitter se branlent sur une citation de Geto, c'est n'importe quoi, franchement. Les gens aiment bien s'attarder sur une scène, une citation basique au possible, qui n'a aucun sens, aucun fond. Mais par contre, quand il y a des propos intéressants, ça va pas les relever, je comprends pas, genre. Et me dire c'était le tome 0, c'est pour le flow, il est à ses débuts, t'inquiète. Ah mais bon, là, moi je trouve même pas ça stylé en vrai, c'est ça le pire. Hein. Ça, cette citation-là, pour moi, elle est plus ridicule qu'autre chose. Genre, il y avait beaucoup mieux à faire pour saucer Gojo, genre. Et lui, par contre, Gojo, pareil, quand il parle, le type, c'est punchline sur punchline. Tu sens que c'est, bon, généralement, bon, les persos autant populaires dans un manga, des fois, tu peux être déçu. En mode, vas-y, c'est une fraude, et finalement, vas-y, surcoté, tout ça. Mais finalement, Gojo, c'est encore la question que je me pose. Qui n'aime pas Gojo? Genre, c'est le perso qui met tout le monde d'accord. Gojo, il est pas là pour le blaguer. Non, mais en vrai,
je dis ça en mode expression et tout, mais en vrai, même au sens propre du terme, c'est vrai. Gojo, c'est un personnage pour moi. Il a ce côté un peu imprévisible aussi, mais on sent qu'il s'en bat les couilles, genre. C'est moi le boss du manga, je fais ce que je veux. Voilà, il y a le mec qui a une direction au-dessus de lui et tout. Il s'en bat les couilles, il fait ce qu'il veut, il peut être blâmé, il peut être... il peut subir des conséquences, avoir des retombées. Le type s'en fout en fait. C'est ça que j'aime bien avec lui. Il est trop audacieux en fait. Ah oui, c'est vrai qu'Akutami n'aime pas Gojo. C'est vrai qu'on me l'avait dit. Ah mais voilà, en vrai, bon bah... Plus j'avance et plus... je sais pas, bah plus je commence à vraiment me sentir bah, concerné par le manga. Et j'accroche de plus en plus en fait. Hein. Mais je le savais, je vous l'avais dit, je l'avais pré-shot. Je vous avais dit, même quand j'avais drop le manga sur Twitter à l'époque, j'avais dit que Jujutsu Kaisen, c'était pas un mauvais manga et c'est même un bon manga, voire même un très bon manga. J'aime bien. Juste que quand j'ai fait le point un petit peu sur... bah, quand j'arrivais à l'arc Shibuya où tout le monde commençait à s'emballer et tout, bah moi je me suis rendu compte que contrairement à tout le monde, j'avais pas de moments, de perso, de trucs qui m'avaient marqué en fait. Certes, il y avait des trucs stylés, voilà, Gojo et tout, ça par exemple, bah, dès la première lecture, forcément, dès sa première apparition, lui, ok, il te met d'accord direct. Mais juste, bah, je me suis dit, bah, vas-y, je vais drop en fait. Donc j'avais plus drop en mode pause et on verra plus tard. Mais finalement, bah, quand l'anime ressort et qu'il sublime un petit peu le manga, bah, ça m'a donné envie de reprendre. Et mais je savais en fait que ça allait être beaucoup plus appréciable sur la relecture en fait. Donc là, je pense que si j'ai cet avis-là sur les 3 premiers tomes, maintenant j'ai hâte d'arriver bah, à la suite en fait.